Bonjour Lisa, bonjour Isabelle, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, super, merci encore tellement d'être avec nous ce mois-ci. C'est tout le temps un plaisir de parler des communautés autochtones, d'en apprendre plus sur les différentes cultures. Vraiment, c'est une rencontre que j'apprécie beaucoup. Oh, ça me fait tellement plaisir. Écoute, ça bouge beaucoup en politique ces temps-ci. On entend beaucoup parler d'élections aux nouvelles. Ça, c'est parce que le système politique d'une société, c'est important. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions, de changer les choses quand ça va un peu moins bien. Et puis, récemment, aux nouvelles, ceux qui ne le savaient pas ont peut-être appris que dans les communautés autochtones, il y a aussi certaines structures politiques. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de aujourd'hui, à quoi ça ressemble la structure politique dans une communauté autochtone? Oui, ben en fait, je vais vous parler des Premières Nations parce que les Inuits, c'est un peu différent, leur modèle politique, mais j'ai envie de vous parler plus des Premières Nations. Donc, il y a dans chaque communauté un ou une chef qui est un peu comme un maire. Vous avez des maires si vous vivez à Laval, des maires à Québec, des maires à Montréal, bon, etc. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, pour l'aider à travailler, parce que, bon, son travail, il est quand même difficile, le travail du chef. Il doit s'occuper de tout ce qui a trait à la ville, donc au village, à la communauté dans notre cas. Et il doit s'occuper, en plus de ça, des écoles. Ça, ce n'est pas le cas à Montréal. Donc, un chef doit s'occuper des écoles, doit s'occuper des garderies de la communauté autochtone, doit s'occuper de tous les services de santé, s'il y a des infirmières, on a un CLSC. Donc, il y a vraiment énormément de travail. Et donc, pour l'aider, il va y avoir soit qu'on va les appeler des conseillers, un peu comme vous autres, ou encore des petits chefs ou des chefs. Donc, chez nous, le chef, on l'appelle le grand chef, et les autres qui l'aident, ce sont des chefs. Donc, le grand chef et des chefs. Euh, le nombre, ça dépend. Ça dépend des communautés. Il y a des communautés où il y a, évidemment, c'est un seul chef ou grand chef. Et chaque chef qui est en dessous du grand chef va avoir un dossier. Donc, par exemple, il y en a un qui va s'occuper de l'éducation, il y en a un qui va s'occuper de la santé, il y en a un qui va s'occuper des loisirs, bon, etc. Et au Québec, il y a 41 communautés des Premières Nations, en plus des Inuits, qui sont 14 communautés. Et ces 41 communautés des Premières Nations, il faut qu'ils se parlent une fois de temps en temps, parce que des fois, ils ont des dossiers qui sont communs. Alors, ils se réunissent dans une grande assemblée. On appelle ça l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Donc, tous ces chefs-là, donc les grands chefs et les chefs des communautés, 2 fois par année, si je ne me trompe pas, vont se rassembler par une grande réunion. Et qui va diriger cette assemblée-là? Bien là, c'est le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Alors, ça, c'est un peu comme l'équivalent d'un premier ministre, si vous voulez, pour nous. Ouais, donc on a ça. Il ne porte pas le titre de premier ministre, mais c'est celui qui va représenter tous les chefs des communautés. Est-ce que c'est clair, Mélanie? Moi, je trouve ça quand même assez clair. Donc, on a des petits chefs, des grands chefs et un grand chef. Oui, c'est ça, exactement. Et le grand chef, donc qui est le chef de l'Assemblée des Premières Nations, jusqu'à il y a tout récemment, jusqu'à il y a 2 semaines, c'était Ghislain Picard. Ghislain Picard, il a été donc pendant 33 ans, il a occupé le titre, donc le poste de chef d'Assemblée des Premières Nations. C'est vraiment long. Imaginez que au Québec, il y aurait un premier ministre qui aurait été là pendant 33 ans. On n'a jamais vu ça. C'est impossible. Mais chez nous, c'est arrivé. Et là, il voulait prendre sa retraite. Donc, il y a eu des élections et on a un nouveau chef de l'Assemblée des Premières Nations qui s'appelle Francis Véropol. C'est aussi un Innu, mais il vient de la communauté de Mastoyache. Là, tu as parlé d'élections brièvement. Est-ce que, bon, on sait qu'au Canada, au Québec, nous, on vote en tant que citoyens pour nos maires, nos mairesses, mais aussi pour premier ministre du Québec et du Canada. Est-ce que ça fonctionne un peu pareil avec des élections? Bien, pas tout à fait. En fait, je vais vous parler des communautés dans un premier temps. Donc, dans ma communauté à Wendake, tout le monde a le droit de voter. Donc, tout le monde qui est Wendat a le droit de voter. Donc, ça, oui, ça fonctionne au suffrage universel, exactement comme à Laval ou quand on vote pour les élections provinciales, par exemple. Mais au niveau de l'Assemblée des Premières Nations, donc Ghislain Picard, Francis Véropol, dont je vous parlais,
Là, c'est seulement les chefs des communautés qui peuvent voter. Donc ça, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai pas, par exemple, même si je suis autochtone, j'ai pas le droit de vote pour le grand chef, donc le chef de l'Assemblée des Premières Nations. Alors ça, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'avec l'arrivée des colons, des Européens, il y a eu des changements? Est-ce que vous avez réussi vraiment à garder cette structure-là à travers les années? Ben non, ça n'a pas toujours été comme ça. Là, c'est sûr que il y a une diversité de nations, donc je ne peux pas parler de toutes les nations au Canada, mais je peux vous dire comment c'était chez nous, chez les Wendat, chez les Mohawks, donc chez les Iroquois en particulier. Avant que les premiers colons arrivent, on était séparés par clans. Dans les clans, évidemment, il fallait garder l'harmonie. Il fallait que ça soit quand même discipliné. Sinon, on s'imagine que ça pouvait être, oui, oui, une grosse tempête. Alors, qui s'occupait de ça? Mais c'était des femmes qu'on appelait des mères de clan. Donc, c'était des femmes qui étaient peut-être un petit peu plus âgées, peut-être mon âge ou même un petit peu plus vieux, et qui étaient des conseillères qui aidaient justement à garder la discipline dans la maison, avoir l'harmonie, avoir à ce que tout aille bien. Et ce sont les mères de clan qui choisissaient les chefs de clan. Donc, c'est les femmes qui choisissaient les chefs. C'est intéressant, ça, hein? Et Donc, eux étaient des hommes, les chefs, ou oui, est-ce que ça oui, pouvait être des femmes c'était des aussi? hommes, exactement. OK. Mais si l'homme qui était un chef, qui était nommé, par exemple, le chef du clan, je dis n'importe quoi, de l'ours, ben, il ne faisait pas l'affaire. Si, mettons, il était tout le temps parti à la chasse puis il ne s'occupait pas de ses affaires, ben, la mère de clan, là, elle pouvait dire, ben non, là, ça ne fonctionne pas, bye bye. Mais effectivement, les femmes avaient un droit de parole, avaient un certain pouvoir parce que c'est elles qui pouvaient démettre un chef qui ne faisait pas bien son travail. Donc, c'est quand même intéressant. Chez les Algonquiens, donc qui ne sont pas les Mohawks, qui ne sont pas les Wendat, mais qui sont toutes les autres nations, à part les Inuits, bien sûr, ben là, c'était un petit peu différent, mais les femmes, parce que ils vivaient en plus petits clans, si tu veux, c'était pas des grands villages, chacun avait un territoire, mais les femmes avaient quand même leur mot à dire aussi quand il y avait des décisions à être prises. Par exemple, est-ce qu'on doit déménager le camp parce qu'il n'y a pas de nourriture? C'est une décision importante, ça. Il faut tout déplacer. Il y a plein de décisions comme ça qu'il faut prendre sur le territoire. Puis les femmes avaient le droit de parole. Alors qu'à la même époque, en Europe, avant la colonisation, malheureusement, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles n'avaient même pas le droit d'avoir un emploi, imagine. C'est fou, hein? Donc, ici, c'était un petit peu différent. Et donc, il y avait dans nos communautés des chefs de clan, qui étaient des chefs civils, et il y avait des assemblées qui se faisaient. Donc, encore là, des grandes réunions avec tous les chefs pour prendre des décisions au niveau du fonctionnement, au niveau, par exemple, de l'horticulture, les champs, est-ce que tout est correct, etc. C'est toutes sortes de décisions comme ça qu'on doit prendre dans une communauté. Donc, ça, c'était avant la colonisation. Et les décisions se prenaient par consensus. Ça, c'est un grand mot qui veut dire que tous les chefs devaient être d'accord. Par exemple, si on doit décider si on doit déménager le village. Donc, par exemple, il y a cette décision-là à l'ordre du jour. Là, il y a 4 chefs qui sont d'accord, puis 3 chefs qui sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaie de les convaincre. Imaginez combien de temps ça pouvait prendre. Ça arrivait que les réunions duraient 2 jours, 2 nuits. Puis finalement, j'imagine que les chefs étaient tellement fatigués qu'ils disaient, ah, OK, OK, on va déménager. Oui. Alors, ça se passait comme ça par consensus. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que quand les colons sont arrivés, les gouvernements ont commencé à s'installer. Puis, à un moment donné, le gouvernement a décidé de mettre en place ce qu'on appelle la loi sur les Indiens. Là, on est en 1876 et cette loi-là, elle va venir bouleverser nos vies parce qu'elle va tout changer. C'est cette loi-là qui va faire en sorte qu'on va devenir sédentaire. Il y a tellement de nations comme les Inuits, les Atikamekw, qui se déplaçaient pour aller dans leur camp de chasse, dans leur camp de trappe, qui avaient un grand territoire. Ils n'étaient jamais au même endroit. Les cris, il y en a plein, plein, plein. Et donc, le gouvernement va dire non, non, là, on veut que vous viviez au même endroit. On va vous sédentariser. Donc, vous n'allez plus bouger. Mais ça venait changer complètement le mode de vie des nations autochtones. Donc, cette loi-là a fait ça. Cette loi-là a imposé les conseils de bande, comme dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, et à partir de ce moment-là, les femmes n'avaient plus de pouvoir parce que les femmes ne pouvaient pas se présenter pour être chef. Elles n'avaient plus vraiment le droit de parole. Donc, on venait enlever aussi cette voix-là que les femmes avaient
Oui, il y avait encore un chef, mais c'était un chef. Et ce chef-là, quand même, il faut savoir qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait dans le village parce qu'il y avait aussi un fonctionnaire, donc quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement fédéral, qui, lui, avait l'argent, qui avait pour nous faire vivre, pour nous nourrir, etc. Puis s'il y avait un désaccord entre les deux, ben ça ne marchait pas parce que le chef, il voulait que sa nation puisse manger, puis puisse se réchauffer, puis etc. Donc, il faisait souvent ce que le fonctionnaire voulait. Donc, c'était un peu difficile au début, effectivement. Bon, les choses ont évolué, là, ça s'est amélioré, mais ça a été un changement qui a été vraiment difficile, ça, pour les Premières Nations. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec les communautés qui ont comme cette espèce de mini-système politique au Ouais. sein d'un plus grand système politique qui est la province, qui est dans un plus grand système politique qui est le pays. Est-ce que la communication se fait bien entre le système politique des Premières Nations qui doivent, j'imagine, discuter avec les provinces et le pays pour réussir à faire avancer les choses? Comment ça se passe, cette communication-là? Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de discuter avec la province et le pays parce que, je veux dire, on est un tout petit territoire dans un plus grand, puis encore dans un plus grand, donc c'est normal. Je dirais que ça dépend des communautés. Généralement, ça se passe assez bien, mais il y a des dossiers où c'est difficile. Des dossiers qui parlent de territoire, par exemple, parce qu'on s'est fait enlever beaucoup de territoires, les Premières Nations. Il faut savoir ça. Nos territoires étaient beaucoup plus grands avant. Et puis, petit à petit, les gouvernements sont venus chercher des petits morceaux de territoire. Puis là, ben, souvent, on a des toutes petites communautés. Donc, parfois, c'est difficile. On aimerait ça pouvoir aller, bon, davantage à la chasse, davantage à la pêche. Donc, il faut avoir cette possibilité de le faire. Donc, quand il est question de négociation au niveau du territoire, parfois, ça peut être difficile, ça peut être très, très long. Alors, pour terminer maintenant, on a un nouveau grand chef qui est à la tête de l'Assemblée des Premières Nations. Toi, s'il y a une chose que tu souhaiterais qu'il accomplisse, qu'est-ce que ça serait? Oh, il y a tellement de choses qui me viennent en tête, mais sincèrement, j'aimerais ça qu'il fasse en sorte que les relations avec les gouvernements sont encore meilleures. Parce que quand on a des bonnes relations, puis qu'on est capable de bien communiquer, que c'est fluide, ben, il me semble que c'est plus facile de régler des problèmes, de régler des dossiers. Alors ça, j'aimerais ça que ça se fasse. Peut-être que ça va faire du bien aussi d'avoir un nouveau visage. Peut-être que ça va faciliter certaines choses. On verra bien. En tout cas, je lui souhaite. Mais merci beaucoup, Isabelle, puis on se voit le mois prochain. Ça me fait plaisir. Bye bye.